L'histoire de la dynastie carolingienne, c'est assez fascinant. C'est l'histoire d'une famille qui a trouvé des solutions, franchement, absolument géniales à des problèmes très complexes. Mais le truc, c'est que ces mêmes solutions, elles ont fini par provoquer la chute de leur propre empire. En fait, en essayant de faire revivre le passé, l'Empire romain, ils ont, sans vraiment le vouloir, dessiné les contours de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui. Alors, la question centrale, la voici. Comment on fait pour prendre une couronne qui n'est pas à soi? C'est le problème qui doit hanter les esprits des hommes les plus puissants du royaume des Francs au 8e siècle, les fameux maires du palais. Ils ont tout, l'armée, les finances, l'administration, mais il leur manque le symbole ultime, la couronne. Alors, comment on fait pour s'emparer du titre quand on a déjà tout le reste? Faut avouer que la situation politique est pour le moins bizarre, presque schizophrène. D'un côté, on a les rois mérovingiens. Bon, ils descendent du grand Clovis, ils ont la légitimité du sang, mais leur pouvoir, il est devenu quasi inexistant, purement symbolique. On les appellera plus tard les rois fainéants, ça veut tout dire. Et de l'autre côté, il y a leur premier ministre, si on veut, le maire du palais. Et lui, c'est tout l'inverse. C'est lui qui gouverne, qui mène les armées, bref, c'est lui qui a la réalité du pouvoir. Alors comment on passe du pouvoir de fait, celui qu'on exerce, au pouvoir de droit, celui qui est légitime? On va décortiquer cette première étape, une manœuvre politique super audacieuse qui va s'étaler sur plusieurs décennies. Tout commence avec Charles Martel, le grand-père de Charlemagne. En 737, le roi Thierry IV meurt. Et là, Martel, qui est le vrai patron du royaume, il fait un truc incroyable. Il décide de ne nommer personne pour le remplacer. Le trône reste vide. Point. À sa mort, c'est son fils, Pépin le Bref, qui hérite du poste. Sauf que Pépin, lui, il veut le titre. Alors, en 751, il passe à l'action. Il fait tondre le dernier roi mérovingien, Childéric III, un signe de déchéance à l'époque, et hop, au monastère. Le coup d'État est réussi. Mais il y a un problème, et il est énorme, la légitimité. Comment justifier ça? Pour se justifier, Pépin va avoir un coup de génie. Il ne va pas chercher une excuse politique, non, il va chercher une justification divine. Et cette idée, elle va non seulement légitimer sa famille, mais elle va redéfinir la royauté en Europe pour des centaines d'années. Et voilà sa stratégie, une vraie masterclass politique. Premièrement, il envoie des gens à Rome poser une question bien sentie au pape. Deuxièmement, avec la réponse en poche, il réunit les grands du royaume et se fait élu. Troisièmement, il dépose officiellement le pauvre Childéric III. Et enfin, l'étape la plus révolutionnaire, il se fait sacrer. Il n'est plus juste un chef de guerre élu, il devient l'élu de Dieu. Et la réponse du pape Zacharie? C'est un pur chef-d'œuvre de communication politique. En gros, il dit « Il vaut mieux appeler roi celui qui a le pouvoir plutôt que celui qui ne l'a pas ». C'est exactement la justification morale et religieuse dont Pépin avait besoin. Le pape valide le coup d'État en disant que la réalité doit coller au titre. C'est une alliance complètement inédite qui se forge là. Alors, le point clé ici, c'est vraiment l'invention du sacre. Attention, Clovis avait été baptisé, mais pas sacré. Le sacre, c'est une cérémonie bien plus forte. En recevant l'onction d'huile sainte, comme les rois de la Bible, Pépin n'est plus juste le roi des Francs. Il est roi par la grâce de Dieu. Ça lui donne un statut quasi divin, une légitimité que les Mérovingiens, eux, n'avaient jamais eue. Et ça nous montre la naissance d'une alliance qui va modeler l'Europe. C'est un deal gagnant-gagnant. En échange de cette légitimité divine, Pépin devient le bras armé du pape. Il descend en Italie, il écrase les Lombards qui menacent Rome et il donne les territoires conquis au pape. C'est tout simplement l'acte de naissance des États pontificaux qui vont durer plus de 1000 ans. Bon, Pépin a réussi son coup. Il a créé une nouvelle royauté. Son fils, le fameux Charlemagne, va hériter de tout ça et s'en servir pour construire un empire immense. Mais ce succès, ça amène un nouveau défi encore plus grand. Comment on fait pour gouverner un truc aussi vaste? L'apogée, le sommet, on y arrive le jour de Noël de l'an 800. À Rome, Charlemagne est couronné empereur par le pape. C'est la rénovation de l'Empire romain. Mais attention, c'est pas une simple copie. Le centre de gravité, ce n'est plus la Méditerranée, c'est l'Europe du Nord, avec Aix-la-Chapelle comme capitale. On a affaire à un empire européen, franc et profondément chrétien. Maintenant, essayons de nous mettre à la place de Charlemagne. Il n'y a pas d'internet, pas de téléphone, les routes sont, ce qu'elles sont. Comment être sûr que les lois sont bien appliquées partout, que les impôts rentrent et que les comptes en Italie ou en Saxe restent fidèles? C'est un vrai casse-tête logistique. Et Charlemagne, pour tisser sa toile, va utiliser principalement 2 outils. Le premier outil, c'est la vassalité. L'idée, c'est de construire une sorte de pyramide de liens personnels, d'homme à homme. Chaque grand personnage du royaume doit prêter un serment de fidélité directement à l'empereur. Il devient son vassal, son homme.
Et en échange de ce serment, juré sur des reliques, il reçoit une terre, ce qu'on appelle un bénéfice. L'espoir de Charlemagne, c'est de créer comme ça un immense réseau de loyauté qui couvre tout l'Empire. Le deuxième outil, ce sont les missi dominici, les envoyés du maître. Imaginez-les un peu comme une inspection générale de l'Empire. Ils voyagent toujours par deux, un homme d'église et un laïc pour l'équilibre, et ils sillonnent les provinces. Leur boulot, vérifier les comptes, écouter les plaintes du peuple, et surtout, s'assurer que les lois de l'empereur, les capitulaires, sont bien respectées. En gros, ce sont les yeux et les oreilles de Charlemagne. Alors, vassalité, missi dominici, alliance avec l'Église, tout ça, c'est les solutions vraiment ingénieuses pour unifier et contrôler un territoire gigantesque. Mais, et c'est là toute l'ironie tragique de l'histoire carolingienne, ces solutions, ces piliers de l'Empire, vont devenir la cause même de son effondrement. Le point crucial à comprendre, c'est que les outils qui devaient centraliser le pouvoir vont à la fin le faire exploser. En donnant des terres et du pouvoir à des comtes et à des évêques locaux pour s'assurer de leur loyauté, les empereurs ont en fait créé des petits pouvoirs locaux qui vont finir par ne plus avoir besoin d'eux. Ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qui se passe juste après Charlemagne. Son fils Louis le Pieux est bien moins autoritaire. Charlemagne, lui, se voyait comme le chef de l'Église. Il la contrôlait d'une main de fer. Mais les évêques, avec lui rappellent qu'il n'est que son défenseur. Le rapport de force s'inverse complètement. L'Église, qui avait rendu la dynastie légitime, commence à affirmer qu'elle est au-dessus du roi. Et on observe exactement le même phénomène avec l'aristocratie. Les comtes, qui au début n'étaient que des fonctionnaires de l'empereur, s'installent durablement dans leur territoire. Ils profitent des guerres civiles entre les héritiers de Charlemagne pour négocier toujours plus d'autonomie. Et le point de bascule, le vrai, il arrive en 877. Un décret, le capitulaire de Kierzy, dit en gros que si un comte meurt, son fils peut hériter de sa fonction. Et ça, c'est une révolution. Le pouvoir n'est plus délégué par l'empereur, il devient un patrimoine familial. Le pouvoir se construit maintenant au niveau local. Cet effritement du pouvoir central, plus les querelles sans fin entre les héritiers, eh bien, ça ne pouvait finir que d'une seule façon, la désintégration politique de l'Empire. Voyons un peu comment ce grand projet a pris fin. En 843, après s'être fait la guerre, les trois petits-fils de Charlemagne se mettent d'accord. C'est le traité de Verdun. Ils se partagent l'Empire. À Charles le Chauve, l'Ouest, la Francie occidentale, qui deviendra la France. À Louis le Germanique, l'Est, la Francie orientale, qui deviendra l'Allemagne. Et au milieu, pour Lothaire, une bande de terre fragile, la Lotharingie. On considère souvent ce traité comme l'acte de naissance de la France et de l'Allemagne. L'unité impériale est morte et enterrée. Le siècle qui suit, c'est une lente agonie pour la dynastie. Le principe de l'hérédité, qu'ils avaient voulu imposer, est remplacé par l'élection. Ce sont les grands seigneurs qui choisissent le roi. Du coup, on assiste à une sorte de match de ping-pong entre les derniers carolingiens et une nouvelle famille qui monte, les Robertiens. Finalement, en 987, les grands seigneurs en ont marre et élisent l'un des leurs, Hugues le Capet. C'est la fin des carolingiens et le début d'une nouvelle dynastie, les Capétiens. Le résultat final de tout ça, c'est une fragmentation totale du pouvoir. Le grand rêve d'un empire unifié s'est écroulé. À la place, l'Europe devient ce qu'elle va être pendant des siècles, une immense mosaïque de principautés presque indépendantes où le vrai pouvoir, il est local. Il est détenu par les ducs et les comtes dans leurs châteaux forts. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Si on regarde l'objectif de départ des Carolingiens, restaurer l'Empire romain, alors oui, on peut dire que c'est un échec. Mais si on regarde les conséquences de leurs actions, tout ce qu'ils n'avaient pas prévu, la naissance de la France et de l'Allemagne, la création d'une royauté sacrée, la mise en place des bases de la féodalité, le renforcement du pape, est-ce qu'au final, ils n'ont pas posé, sans le savoir, toutes les fondations du Moyen-Âge européen ? Leur échec est peut-être, en réalité, leur plus grand héritage.